Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer la table ronde sur les actualités jurisprudentielles en droit du travail. D'ores et déjà, je vous indique que vous avez ce signe-là, voilà, et sur lequel vous allez retrouver tous les arrêts qui vont être commentés ce matin, avec évidemment tous les numéros de pourvoi. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez les informations, ce qui va vous permettre de regarder et d'écouter nos sachants. J'ai vraiment le plaisir de recevoir pour au moins la deuxième fois monsieur le doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, monsieur Jean-Guy Hugoulot. Je remercie infiniment de sa présence. Notre confrère Antoine Lioncan, ce matin, c'est ma Madeleine de Proust, parce que je l'ai côtoyé à de nombreux moments dans ma vie de travailliste. Et comme Madame Serverin, qui a été ma professeure quand j'étais à la faculté à Lyon. Donc, c'est un peu ma Madeleine de Proust ce matin. Et puis, monsieur François, notre confrère François Pinatel, qui est avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, et Antoine Lioncan, qui est aussi avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, mais qui a été aussi professeur d'université pendant de nombreuses années. Je vous dis les thèmes qui vont être abordés successivement. Nous allons parler des libertés dans l'entreprise, de la preuve, du juge et de l'accord collectif, et si nous avons du temps de travail effectif. Donc, je vais donner la parole tout de suite à Antoine Lioncan concernant les arrêts rendus en matière de liberté dans l'entreprise. Ça va des lanceurs d'alerte, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Enfin, voilà. Donc, Antoine, à vous la parole. Bien, merci beaucoup. Je suis aussi très, très heureux de me retrouver dans cette... alors, pas dans l'enceinte, parce que les dernières fois, nous n'étions pas exactement dans ces lieux, mais c'était la même configuration. Alors, c'est très compliqué, et je le dis... Pardon. Ah oui. Je vais parler au nom de nous trois. Ce qui est très difficile, c'est évidemment de faire un choix d'arrêt stimulant, novateur ou en tout cas suffisamment important pour qu'un commentaire et éventuellement un échange critique puisse avoir lieu sur eux. Alors, nous avons choisi de vous donner une liste assez longue d'arrêts susceptibles de vous intéresser, regroupés autour des 4 thèmes. Mais évidemment, notre ambition n'est pas de parler de tous ces arrêts. Nous n'arriverons pas à évoquer dans les temps qui nous est laissé l'ensemble des arrêts que nous avons fait figurer sur cette fiche. Et je commence tout de suite par ce thème des libertés dans l'entreprise. Je vous propose, parmi les nombreux arrêts qui figurent dans cette fiche, de ne retenir pour l'instant, de les présenter rapidement, puisqu'on a peu de temps, qu'une série ayant trait aux 3 sujets suivants. La liberté d'expression dans l'entreprise, et je dirais quelque chose de cet arrêt Tex qui a fait couler déjà pas mal d'encre. Je dirais quelques mots de cette jurisprudence qui se constitue autour du lanceur d'alerte, et je pense qu'il faut que nous soyons tous prêts à réfléchir justement à cette figure nouvelle qui a été en tout cas rénovée par une loi récente de 2022. Et je dirais quelque chose aussi, 3e thème, non pas de la liberté d'expression verbale ou écrite, mais la liberté d'expression qui se marque par l'apparence que l'on souhaite se donner. Et je parlerai des tresses de ce navigant qui a fait l'objet d'un licenciement. Voilà, je vais essayer très vite de présenter ces trois
série d'arrêts, puisque sur les lanceurs d'alerte, deux d'entre eux méritent absolument d'être connus et analysés certainement. Alors, l'arrêt Tex, qui est un arrêt du 20 avril 2022, et à plusieurs titres passionnants. Rappelez-vous peut-être, je vais faire comme Evelyne, je vais supposer que vous connaissez tous ce que je vais dire, donc je vais être très rapide. Il s'agissait d'un animateur de télévision réputé humoriste, et qui a été licencié en raison d'une très mauvaise, et lui-même l'avait reconnu en l'annonçant, une très mauvaise blague, un très mauvais propos qui était épouvantablement sexiste, que je ne vais pas répéter. Vous voulez le répéter? Non, non, non. Bon, voilà. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet. La question qu'aborde dans cet arrêt la Cour de cassation, c'est la mesure de l'excès de l'excès. Je dis excès de l'excès, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour de cassation la suit en général, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme estime que l'humoriste dispose d'un espace d'expression qui est encore plus important que le citoyen ordinaire. Donc, même quand ces propos sont assez déplacés, c'est couvert par la liberté d'expression, comme la liberté de la critique est évidemment plus étendue pour ceux dont l'activité est de critiquer que la liberté d'expression du salarié ordinaire. Et donc la question, c'était de savoir si cet excès qui est reconnu à l'humoriste connaît des limites. C'est-à-dire, y a-t-il la possibilité de reprocher à un humoriste d'avoir excédé la marge d'excès qui lui est laissée? J'ai résumé vraiment en un mot cet arrêt. Et la Cour de cassation va utiliser alors une formule très bien connue de vous et une approche assez originale qui n'était pas présente jusqu'à présent, ce qui va faire l'objet d'une discussion. La première formulation classique, c'est que le travailleur, le salarié, jouit de la liberté d'expression dans l'entreprise, sauf abus. Et la Cour de cassation a déjà dit depuis très longtemps, depuis 1999, que l'abus était caractérisé en cas de diffamation, d'injure ou d'excès. Et la question ici, c'était l'excès, mais pas l'excès toléré de l'humoriste, l'excès qui est au-delà de l'excès toléré à l'humoriste. Et la Cour de cassation va utiliser, au-delà de cette première formule que tout le monde peut retenir parce qu'elle est classique, une deuxième approche, et la question qui va être débattue plutôt en dehors de cette enceinte, c'est de savoir si ces deux approches se combinent, comment elles se combinent. La Cour de cassation a érigé le juge, elle lui a donné le vêtement de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire elle a invoqué la liberté d'expression telle qu'elle est reconnue par la Convention européenne, l'article 11, et elle a indiqué que, alors normalement, c'est l'État qui peut porter atteinte lorsque c'est justifié et strictement proportionné à cette liberté d'expression, mais là, elle transporte ce raisonnement à l'employeur. L'employeur peut porter atteinte à cette liberté d'expression à condition que ça soit parfaitement justifié et proportionné au but légitime poursuivi.
Et le grand intérêt de cette approche, c'est que ça permet de faire apparaître ce que sont les types de justifications que l'employeur peut invoquer pour justement reprocher à un salarié l'usage qu'il a fait de sa liberté d'expression. Et vous trouverez dans cet arrêt, je crois que je vais devoir m'arrêter déjà dans cette présentation, vous trouverez dans cet arrêt deux formules qui, sans épuiser les justifications que l'employeur peut invoquer, deux formules qui montrent les types de justifications que l'employeur peut invoquer pour justement sanctionner le salarié qui a usé de sa liberté d'expression. J'en évoque, enfin, j'évoque très vite la première qui relève plutôt des intérêts commerciaux, mais à mon avis qui doivent être tout à fait spécifiés de l'entreprise, notamment sa réputation, et les autres qui sont la participation de l'entreprise à la promotion des libertés et des droits fondamentaux, et notamment le droit à l'égalité, le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination. Et c'est là que je pense que apparaîtra un type d'excès de la liberté d'expression qui, jusqu'à présent, avait du mal à bien apparaître. Lorsque le salarié, dans son propos, va au-delà de ce que l'on peut dire et qui tombe sous le coup de l'interdiction des discriminations, alors il excède sa liberté d'expression. Et là, en l'occurrence, c'était un propos d'un sexisme un peu graveleux qui a été sanctionné. Voilà, je présente rapidement ce premier arrêt et ça sera plus court pour les lanceurs d'alerte, et ce qui est très lié d'ailleurs à la liberté d'expression, comme vous le savez. Et les deux arrêts que je vais simplement évoquer, hein, l'un du 1er février 2023 et le second du 15 février 2023, sont des arrêts qui sont rendus non pas en l'état de la dernière législation sur le lanceur d'alerte, mais qui sont des arrêts rendus sous l'empire de, on va dire, la génération 2016 de la protection des lanceurs d'alerte. Et ces arrêts sont très importants pour montrer où nous en sommes de la protection du lanceur d'alerte. Rappelez-vous, deux choses dans la loi de 2016 et la loi de 2022 n'a pas modifié la structure. D'abord, l'organisation d'une alerte. Lorsqu'on veut saisir une entreprise, quand on est salarié, d'une préoccupation qui relève de l'alerte, il y a une petite procédure à suivre, le signalement, sans entrer dans le détail, et d'autre part, la protection du lanceur d'alerte est liée à la dénonciation de certains faits, pas tous les faits. Et ces deux arrêts se prononcent sur ces deux aspects. Le premier, ou plutôt le second que j'ai cité, celui du 15 février 2023, répond à la question très importante de savoir si le salarié qui dénonce des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits doit, pour être protégé contre toutes sortes de mesures, dont le licenciement, doit avoir utilisé la procédure prévue par la loi, ou si, comme tel, il est protégé sans avoir utilisé la procédure de signalement. Et la Cour de cassation répond clairement, lorsqu'il s'agit de dénonciation de faits délictueux, et non pas, par exemple, de faits portant atteinte à la déontologie, qui sont aussi des faits qui donnent lieu
à la procédure d'alerte et à la protection. Lorsqu'il s'agit donc de dénonciation de faits délictueux, le salarié est protégé même s'il n'a pas utilisé la procédure de signalement. Et la Cour de cassation connaissait probablement, parce qu'elle est en harmonie totalement avec le droit positif, le nouveau texte qui est issu de la loi de 2022, l'article, je dois le citer, 1132-3-3, fait bien la distinction entre le lanceur d'alerte qui dénonce des faits délictueux et le lanceur d'alerte qui dénonce d'autres faits susceptibles d'être signalés, mais qui, lanceur d'alerte, ne sera protégé, en principe, que s'il a suivi la procédure de signalement. L'autre arrêt, le 1er février, alors je pense que c'est le plus important dans la pratique pour les avocats, en tout cas. Pas forcément pour les avocats au conseil, parce qu'ils ne voient que l'écume, hein, évidemment, la plus belle écume, mais cet arrêt, à mon avis, très classique de facture, mais définit quel est le rôle du juge des référés dans la protection, l'office du juge des référés dans la procédure dans la protection du lanceur d'alerte. Alors, je rappelle une règle élémentaire que vous connaissez encore beaucoup mieux que moi, c'est que le juge des référés, eh bien, il est, même en cas de contestation, chargé, s'il est saisi, de mettre fin à de trouver une solution à une situation illégitime, enfin une situation illicite manifeste. Et c'est présent évidemment dans cet arrêt, mais ce n'est pas tellement ce point-là sur lequel j'attire votre attention. Vous vous souvenez, le lanceur d'alerte, il est protégé à travers notamment un processus probatoire qui est le même que celui que vous connaissez en matière de discrimination. C'est-à-dire, le lanceur d'alerte, il doit invoquer des faits laissant présumer que son alerte est en rapport avec la mesure qu'il a subie, et c'est à l'employeur de démontrer qu'il existe des justifications objectives étrangères à l'alerte qui justifie la mesure qu'il a prise. Et en cas de licenciement, c'est ça qui est important dans cet arrêt, c'est ce processus probatoire qui joue devant le juge des référés. C'est-à-dire le salarié lanceur d'alerte licencié n'a pas à démontrer que le licenciement est illégitime et sans cause réelle et sérieuse, ou il a simplement à apporter au juge des référés les éléments les faits qui laissent présumer que la mesure qu'il a subie est en rapport avec son alerte. Et si l'employeur ne rapporte pas devant le juge des référés la démonstration que la mesure a été justifiée par des faits étrangers, objectifs, étrangers à l'alerte, alors le juge des référés doit ordonner, en cas de licenciement, la réintégration. Donc, l'office du juge des référés n'est pas l'office d'appréciation d'un licenciement ordinaire, c'est un office qui est dessiné par le processus probatoire propre à la protection des lanceurs d'alerte. Je suis long, malgré mon souci d'être très, très sommaire, et mon voisin, que j'aime beaucoup depuis très longtemps, depuis 30 ans, oui, parce qu'il le cache, mais il a été un enseignant
tout à fait aussi vigoureux que moi, et dans la même université. Nous étions dans la même université, donc je m'instruisais à l'époque sur le droit de la discrimination européenne, dont tu étais un spécialiste déjà. Bon. Donc, j'essaie d'aller vite, et je me ferai reprendre certainement par mon voisin. Je dis un dernier mot sur cet arrêt du 23 novembre 2022 que je vais surtout essayer de vous donner l'envie de le lire et ensuite de l'utiliser si jamais vous avez l'occasion de l'utiliser dans les réflexions pratiques que vous avez. C'est un arrêt qui concerne donc un navigant qui se présente avec une longue tresse, oui, avec un chignon. Bon, je passe sur les détails. La compagnie d'aviation, l'entreprise de transport aérien, le somme de se couper les cheveux en disant bon, la réputation de la compagnie, bon, il y a même une charte bon, qui est invoquée. Je ne m'arrête pas à ça. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est le terrain sur lequel la Cour de cassation va se placer pour montrer que le licenciement de ce navigant tressé, résistant, a subi est non attentatoire à une liberté, ou plutôt attentatoire à l'interdiction des discriminations. La Cour de cassation a vu son attention attirée par les mémoires sur le fait qu'une femme ne subissait aucune restriction quant au type de coiffure qu'elle devait porter ou qu'elle pouvait porter quand elle exerçait ses fonctions de navigant. Et donc, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait une caractérisation d'une discrimination entre les hommes et les femmes quant à l'apparence qu'elle entendait donner, notamment à leur tenue capillaire, et elle a sanctionné ici une discrimination homme-femme. Et la très belle formule, moi je la retiendrai pour la suite, la Cour d'appel dont l'arrêt est censuré, elle est réputée s'être fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin. Bon, donc, au fond, la Cour d'appel, elle avait cédé aux stéréotypes, laquelle apparence ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement. Je pense que c'est cette formule qui montre la voie que signale la Cour de cassation pour essayer de réfléchir aux différences qui existent quant aux exigences pesant sur les hommes et les femmes, mais c'est peut-être transposable à d'autres discriminations, hein, aux hommes et aux femmes quant à l'apparence vestimentaire ou capillaire que les uns et les autres veulent se donner. Voilà, donc c'est un arrêt, je pense, je l'ai même écrit, je crois que c'est un arrêt disons, tout à fait dans la ligne de la lutte contre les discriminations, dans ce qu'elle nécessite d'aller chercher vraiment dans les textes ou dans les pratiques la consécration de tous les stéréotypes dont les discriminations sont les résultats. Et c'est un arrêt, je pense, qui a pu faire sourire parce que l'enjeu paraissait un petit peu curieux, mais je crois que le fond même du raisonnement est un raisonnement un fond tout à fait
à la fois moderne et particulièrement éclairant sur le rôle que le juge peut ou se donne dans la lutte contre les discriminations. Je m'en tiens là parce que les autres arrêts, on les, on les, on les fera lire. Oui. Mais, merci. Est-ce que, en fait, vous souhaitez réagir? Parce que je vois à mon côté François Pinatel, je pense qu'il avait envie de réagir à vos propos, confrères. Et vous, monsieur le doyen? Davantage qu'une réaction, c'était plutôt enfin, 2 interrogations et 2 questions pour vous, monsieur le doyen. La première interrogation et la première question, elle est relative à vos arrêts relatifs aux lanceurs d'alerte, et notamment à l'arrêt du 1er février, qui est quand même effectivement, mon confrère Loncan l'a dit, d'une extrême importance, mais que je trouve tout à fait en cohérence avec toute une autre série d'arrêts que vous avez rendus, notamment en matière de preuves, où vous faites un peu ce que le Palais Royal faisait depuis des années à l'adresse de ses juges administratifs, c'est-à-dire vous donnez le mode d'emploi aux juges des référés ou aux juges du fond d'ailleurs, c'est-à-dire vous déterminez de manière extrêmement précise l'office qui doit être celui du juge, ce qui conduit évidemment les parties à savoir, elles, quel est leur travail probatoire. Et je me demandais dans quelle mesure cette technique que je trouve assez nouvelle, je dois vous dire, alors peut-être vous me contredirez, mais moi je la trouve assez nouvelle dans votre jurisprudence depuis 2 ou 3 ans. Je voulais savoir si cette technique était liée à la modification du style des arrêts, c'est-à-dire le passage en style direct qui vous permet d'être beaucoup plus didactif que vous ne l'avez été, et si la tendance vers la motivation enrichie vous a conduit à modifier en réalité la manière dont vous concevez vous-même vos arrêts lorsque vous vous adressez au juge du fond. Avant, on était dans l'obligation de déduire finalement de vos arrêts quelles étaient les obligations qui s'imposaient au juge aux parties. Maintenant, vous les définissez vous-même. Donc ça, c'est la première question que j'avais à vous poser. La deuxième question, et qui rejoint exactement les arrêts textes et l'arrêt relatif aux tresses, c'est que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tout un volet de votre jurisprudence qui se construit au travers de l'intégration d'un certain nombre de standards sociaux dans l'idée de la discrimination. C'est-à-dire que l'arrêt texte, par exemple, est un arrêt qui aurait été absolument inconcevable, mais il n'y a même pas 10 ans, il y a 5 ans, il était inconcevable. Il a été inconcevable parce que il s'inscrit dans un mouvement quand même de plus en plus important, qui est celui du mouvement de la libération de la parole des femmes, donc de la protection du droit des femmes, etc. Et ce qui était tolérable hier est devenu insupportable. Même chose en ce qui concerne l'apparence et le genre, c'est-à-dire qu'on est très clairement ici dans l'intégration d'un standard qui est devenu un standard social. On ne supporte plus les discriminations fondées sur le genre, et donc vous faites évoluer votre conception de la discrimination au fur et à mesure de l'évolution de ces standards sociaux. Et je voulais donc savoir si c'est une chose dont vous avez conscience lorsque vous prenez ces arrêts. La parole est à vous, monsieur le doyen. Je ne suis pas sûr d'avoir à répondre spécifiquement à cette dernière interrogation. Alors, simplement quelques mots dans l'ordre des arrêts. S'agissant de l'arrêt texte, il y avait quand même une spécificité, c'est que dans le contrat de travail de cet animateur de télévision, il y avait une clause contractuelle spécifique qui en fait restreignait sa liberté d'expression, puisque la clause disait qu'il ne pouvait pas, que ce soit durant l'émission de télévision ou sur tout autre média. D'ailleurs, la blague sexiste en l'espèce a été faite alors qu'il était sur un autre média, sur une autre chaîne, à une période beaucoup plus tardive que celle de son émission qui était en fin de matinée. Et donc, il ne pouvait pas dans les médias, tenir des propos ou avoir une attitude contraire à l'état d'esprit de l'émission de télévision en elle-même. Or, en plus, il animait une émission un peu de télé-réalité que je confesse avoir jamais vue, qui s'appelle Les Amours, et qui est un jeu consistant à tester le degré de connaissance de l'autre au sein du couple. Donc, il est évident que la blague elle-même, que je ne vais pas répéter, qui était absolument odieuse, était rigoureusement incompatible avec l'objet même de l'émission et l'état d'esprit même de l'émission. Et le licenciement pour faute grave avait été prononcé pour violation de la clause
dont il ne contestait pas que cette clause était valide. Il aurait pu introduire un débat pour savoir si cette clause était contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à la liberté d'expression, mais lui-même n'a absolument jamais invoqué l'invalidité de la clause. Alors simplement, même si le débat n'avait pas porté sur la Convention européenne des droits de l'homme devant la Cour d'appel, mais à partir du moment où on avait un moyen invoqué devant nous tiré de la Convention, on s'est senti obligé nécessairement de l'examiner et de justifier l'ingérence dans la liberté d'expression que la clause constitue, en considérant qu'au égard à un certain nombre d'impératifs évidents dans le monde des médias télévisés, cette clause était suffisamment proportionnée. Voilà, donc c'est évidemment un aspect important de cette décision qui est quand même extrêmement spécifique. En plus, comme l'a souligné Antoine, effectivement, la jurisprudence est beaucoup plus indulgente et beaucoup plus large pour un humoriste, mais ce qui nous a permis de justifier le licenciement, c'est l'existence de cette clause spécifique restreignant sa liberté d'expression qu'il avait signée, qui était la contrepartie d'une rémunération tout à fait confortable d'ailleurs. Bon. Alors, s'agissant des lanceurs d'alerte, Antoine a bien compris la préoccupation sous-jacente de la Cour de cassation, c'est que la difficulté que nous avons, c'est cette succession de régimes juridiques différents sur une période de temps extrêmement courte, puisqu'il y a eu d'abord le droit antérieur à 2013, sur lequel nous avons statué avec un célèbre arrêt de 2016, où on a reconnu la nullité du licenciement en se fondant du coup sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque nous n'avions aucune disposition française. Ensuite, il y a la période 2013 à 2016, avec un régime cette fois législatif que vous connaissez, puis un autre régime à partir de 2016, un peu plus restrictif d'ailleurs, et puis finalement un régime actuel, un peu plus large, sous l'influence de la directive. Bon, on sent bien d'ailleurs qu'une institution juridique qui ne cesse pas d'être modifiée comme ça tous les 3 ans, c'est bien qu'il y a quelque chose de significatif. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible. Il est extrêmement difficile de mettre le curseur entre le lanceur d'alerte légitime et puis le salarié qui peut instrumentaliser, le cas échéant, le statut du lanceur d'alerte à des fins beaucoup plus personnelles. Donc du coup, la préoccupation de la Cour dans l'arrêt que Antoine a cité du mois de février était d'essayer d'avoir un régime juridique qui ne varie pas trop et du coup d'intégrer déjà un peu par avance le nouveau régime. Voilà. S'agissant de la question de la discrimination, alors une particularité de l'affaire sur les tresses africaines, alors c'est pas du tout des dreadlocks, hein, c'est vraiment des tresses très très tissées et très proches du crâne. La meilleure preuve, c'est que la compagnie aérienne lui a fait porter une perruque pendant de nombreuses années, donc c'est quand même des tresses très proches du corps qui permettent d'avoir une perruque par-dessus. Et c'est d'ailleurs du fait d'avoir dû porter cette perruque et d'avoir été un peu la cible des moqueries de ses camarades qu'il a fini par développer une dépression et qu'il a fini par être licencié pour inaptitude. Donc, c'est postérieurement qu'il a fait une procédure pour discrimination. Alors, effectivement, il y avait une première partie des moyens qui était intéressante, qui invoquait la liberté personnelle de se coiffer, mais pas la liberté fondamentale. Or, je vous rappelle qu'il y a une différence très grande entre les libertés personnelles et les libertés fondamentales, pas au niveau du contrôle du juge, puisque c'est le même test, il faut une restriction justifiée, nécessaire, proportionnée, etc., mais au niveau de la sanction, puisque la liberté personnelle conduit seulement à un licenciement sans cause réelle sérieuse, alors que l'atteinte à la liberté fondamentale conduit à une nullité. Le problème, c'est que devant la Cour d'appel, il avait fait seulement une demande de nullité du licenciement et il n'y avait pas de demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme il invoquait seulement devant nous la liberté personnelle, celle-ci était incapable d'atteindre la nullité du licenciement. Et donc, nous avons considéré implicitement, si nous ne l'avons pas cassé sur ça, que les moyens étaient inopérants.
dans tout état de cause, on n'aurait pas pu obtenir la nullité du licenciement. Alors, en revanche, s'agissant de la discrimination, c'était beaucoup plus simple dans la mesure où, justement, le règlement intérieur de la compagnie aérienne en question n'interdisait pas les tresses africaines pour les hôtesses de l'air. C'était spécifiquement mentionné, hein, y compris la dénomination de cette coiffure particulière. Le règlement est d'une précision diabolique. Vous avez même la couleur du vernis à ongles le préciser. Et donc, nécessairement, on entrait sur une discrimination directe, puisque le critère de différence de traitement, c'est le sexe, comme dit les directives, le genre. Or, dans la jurisprudence de la Cour de justice, et c'est la décision qu'elle avait rendue à propos de la question préjudicielle que nous avions posée sur le foulard islamique dans l'arrêt Micropole Univers, elle nous a répondu: la mention de la directive exigence professionnelle essentielle et déterminante, ça ne peut être qu'une exigence objective, dictée objectivement par les natures de l'emploi, les conditions d'exercice de l'emploi. Ça ne peut pas être quelque chose de subjectif. Alors, dans le foulard islamique, il s'agissait du ressenti de la clientèle. Mais évidemment, on a estimé que c'était tout à fait transposable et que du coup, la perception sociale du genre, nécessairement, c'est quelque chose de subjectif. Et que donc, on ne pouvait pas, en l'espèce, avoir une condition objective qui justifie cette différence de traitement. Alors, pour répondre à la question de Maître Pinatel sur l'intégration des standards sociaux et de leur évolution, comme ça fait 12 ans que je suis à la Cour de cassation, on a parlé d'un délibéré, j'étais un des rares à l'avoir connu en 2011 ou 2012, sur la boucle d'oreille. Le fameux arrêt de la boucle d'oreille. On s'était beaucoup disputé sur la boucle d'oreille du chef de rang dans un restaurant des Pyrénées orientales, où il avait été licencié, l'employeur disant que la boucle d'oreille était intolérable sur l'homme que vous êtes. Donc, on avait validé on avait validé la nullité du licenciement du fait de la discrimination entre hommes et femmes, après un débat néanmoins vigoureux, où avait été avancé l'argument de la jupe pour les hommes. Et évidemment, ça n'a pas manqué lors du délibéré sur les tresses africaines. De nouveau, l'argument de la jupe est arrivé, d'où une subtilité qui vous aura peut-être, cher Antoine, légèrement échappé, c'est que nous avons parlé d'apparence physique du genre. Et l'adjectif physique est là pour limiter la question, pour le moment, à la coiffure. Pour le moment, je dis bien. J'ai eu la surprise de voir que chez Virgin, désormais, le costume féminin des hôtesses de l'air était autorisé pour les hommes aussi. Donc, sur les réseaux sociaux, vous voyez donc un steward qui pose avec une jupe, qui est l'uniforme de la compagnie, et qui dit combien il est fier de poser avec l'uniforme féminin de la compagnie. Bon, une chose à la fois, donc c'est ça la réponse. Pour le moment, on s'en est tenu à la question de la coiffure, en sachant que dans notre idée, évidemment, on aurait pu peut-être atteindre la nullité du licenciement, mais il aurait fallu soulever un moyen d'office et dire que ce n'était pas seulement une liberté fondamentale, mais pas seulement une liberté personnelle, pardonnez-moi, mais une liberté fondamentale. Mais on n'a pas voulu le faire parce qu'on en reste un peu au même état d'esprit que le fameux arrêt de 2003 sur le Bermuda, c'est-à-dire que la liberté de se vêtir est une liberté personnelle, mais ça ne va pas jusqu'à être une liberté fondamentale. Nous en sommes là, donc, pour le moment. Alors, s'agissant, pour répondre à la première question de Maître Pinatel, du mode d'emploi qu'on donne pour les juges du fond, alors, en effet, c'est lié partiellement à la motivation beaucoup plus développée des arrêts, mais c'est lié aussi à un autre phénomène, c'est que depuis quelques années, la Cour de cassation a développé des relations extrêmement suivies avec les juges du fond, avec la Cour d'appel. La Chambre organise désormais tous les ans une rencontre des chambres sociales de Cour d'appel à la Cour de cassation, où chaque chambre sociale envoie 2 magistrats, dont ils sont 75 à peu près. Et donc, on essaye comme nous avons renoncé à l'abandon
du droit de rébellion, il faut bien compenser. Et donc, notre pouvoir est aussi un pouvoir de persuasion. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de relations, beaucoup de suivi avec eux et qu'on cherche à leur donner un mode d'emploi parce qu'on sait aussi la situation extrêmement difficile et délicate qui est parfois la leur, d'où le mode d'emploi qui a été donné dans les arrêts du 8 mars sur les preuves illicites. Parce qu'on a des retours, évidemment, sur le fait que le fameux arrêt Manfrini, j'anticipe un peu sur le second thème, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. En tout cas, nos collègues chez Dufond sont très perplexes sur qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. Voilà. Oui, merci, monsieur le doyen. Donc, effectivement, vous avez fait la transition avec le second thème qui va être celui de l'état de la jurisprudence sur la preuve. Preuve, en fait, légitime, preuve illégitime, article 145, RGPD, Convention européenne des droits de l'homme. Et puis, vous allez sûrement nous parler des 3 fameux arrêts du 8 mars 2023. Vous avez la parole. Oui, enfin, je vais surtout concentrer ma présentation sur 2 thèmes essentiels, enfin, qui me paraissent d'autant plus essentiels, ce sont des thèmes pratiques importants. C'est le référé probatoire, article 145, dont le régime juridique s'est considérablement étoffé depuis un arrêt du 16 décembre 2020, je reviendrai là-dessus. Et puis sur le régime de la preuve illicite, qui effectivement a été, moi je dirais, révolutionné depuis 2 ans, avec un achèvement qui est d'ailleurs peut-être source d'autres interrogations avec les 3 arrêts du 8 mars 2023. Donc, pour commencer tout d'abord sur le référé probatoire de l'article 145, je pense qu'il n'a échappé à personne ici, mais je vais quand même revenir sur cet arrêt, que par un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a revu le régime juridique de ce référé probatoire au regard des libertés fondamentales que sont d'une part le droit d'accès à la preuve qui découle de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autre part de l'article 8 de la même convention, c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve que le thème de la preuve aurait quasiment pu être intégré dans le thème précédent, puisque toute la jurisprudence qui s'est construite depuis 2 ans autour du droit de la preuve est en réalité une jurisprudence relative aux libertés fondamentales et à l'articulation de ces 2 libertés qui effectivement s'entrechoquent avec une pesée qu'il va falloir opérer, c'est-à-dire le droit à la preuve, affirmé comme tel par la Cour de cassation en 2016, et le droit à la protection de la vie privée des salariés, et on va devoir articuler les 2 dans un contrôle de proportionnalité. Alors, cet arrêt du 16 décembre 2020, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord une chose qu'on savait très bien depuis 2012, c'est que le référé probatoire, il est possible, y compris dans un domaine qui est celui de la preuve des discriminations, c'est-à-dire dans un domaine où, en principe, il y a un régime probatoire spécifique. Cette question avait été réglée en 2012. L'arrêt de 2020 le confirme et ça a été encore confirmé le 8 mars 2023. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est important parce que c'est en cela que cet arrêt diffère de celui de 2012, c'est qu'il va intégrer l'arrêt de 2020, l'apport des arrêts de 2016 sur le droit à la preuve. C'est-à-dire que cet arrêt va nous dire, oui, vous pouvez recourir au référé probatoire en matière de discrimination, mais il va falloir articuler ça avec le droit à la preuve et le droit au respect des données personnelles des autres salariés. Puisqu'en matière de discrimination, vous le savez, on fonctionne généralement par comparaison. Ça suppose donc de produire des éléments de preuve qui concernent d'autres salariés de l'entreprise, d'autres salariés de l'établissement, et que ces pièces, eh bien, contiennent des données personnelles qui relèvent de la vie privée de ces autres salariés qu'il faut protéger. Donc ça, c'est le deuxième apport de cet arrêt. Le troisième apport, qui est probablement le plus important, c'est que pour pouvoir assurer cette conciliation entre, d'un côté, le droit à la preuve et de l'autre côté, la protection de la vie privée des salariés, la Cour de cassation a conféré au juge des référés une possibilité
dont je ne sais pas d'ailleurs, on pourrait nous le préciser, s'il s'agit réellement d'une possibilité ou d'une obligation qui est relevée d'office. Et de ce point de vue-là, je dois dire que vos arrêts du 8 mars 2023 m'ont un peu perturbé cette question. Mais il offre aux juges des référés, moi j'ai tendance à penser que c'est une obligation, l'obligation de définir ou de rétrécir plutôt le périmètre de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et l'arrêt d'ailleurs était de ce point de vue-là tout à fait symptomatique, il y avait une demande qui portait sur à peu près 1000 pièces relatifs à l'ensemble des salariés qui avaient été engagés dans l'établissement la même année ou dans les 2 années qui précédaient l'engagement des salariés qui se prenaient de discrimination. Donc 1000 pages, un truc absolument colossal. Ce que dit la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 décembre 2020, c'est que dans ces cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner. C'est ça, en fait, rétrécir le périmètre de la demande. C'est sélectionner parmi les pièces qui sont demandées par les salariés, celles qui, tout en étant indispensables, puisque c'est la formule qui est utilisée, indispensables à l'exercice du droit de la preuve, ne vont pas avoir pour effet de porter une atteinte excessive au droit à la vie privée des salariés. Bref, ce qui est réclamé au juge, c'est de se livrer à ce que Guy Brébant a appelé la théorie du bilan, c'est-à-dire on confronte les avantages et les inconvénients dans la confrontation de deux libertés, et dans ce cadre-là, eh bien, le juge va déterminer celle des pièces dont il peut ordonner la communication. Alors, cet arrêt du 16 décembre 2020, il a donné lieu à quelques précisions que je vais rappeler rapidement par 3 autres arrêts. Un premier arrêt est celui du 16 mars 2021 qui est intéressant en ce qu'il interrogeait la question de savoir si, lorsque le juge des référés, le juge du référé probatoire, ordonne la communication d'un certain nombre d'éléments qui contiennent des données personnelles d'autres salariés, si l'employeur doit solliciter l'accord des salariés qui sont concernés, ce qui n'est pas complètement délirant comme question. Parce qu'à partir de l'instant où, effectivement, ces pièces contiennent des informations qui sont des informations personnelles, il pourrait être légitime, effectivement, de solliciter l'accord des salariés. La réponse est négative. La Cour de cassation considère qu'à partir de l'instant où la pièce est, et cette fois d'ailleurs, la ne dit plus indispensable, mais nécessaire à l'exercice du droit de la preuve et que c'est proportionné au but recherché, il n'y a pas de nécessité de recueillir l'accord des salariés intéressés. La pièce doit être produite. Deuxième apport important par 2 arrêts du 22 septembre 2021 et du 12 juillet 2022, vous trouverez tous les arrêts sur le site, c'est le mode d'emploi, justement. C'est-à-dire que ce sont des arrêts qui, dans cette tendance dont on parlait tout à l'heure, va aller plus loin que ce que disait l'arrêt du 16 décembre 2020 en disant au juge des référés, voilà ce que vous devez faire. Bon. Alors moi, je dois dire que c'est des arrêts qui m'ont fait un peu de peine parce que j'avais repéré qu'il y avait une espèce de glissement sémantique entre entre le caractère indispensable de la preuve dans certains arrêts, le caractère nécessaire dans l'autre. Alors, je m'étais pris pour un bon juriste, donc j'avais élaboré des grandes distinctions, puis je me suis aperçu, patatras, avec ces arrêts, que ma construction ne servait à rien. En fait, ce que disent ces arrêts, c'est voilà comment ça fonctionne. Le juge doit se poser 3 questions. Première question, est-ce que la preuve dont la communication est demandée en référé probatoire est nécessaire et seulement nécessaire à l'exercice du droit de la preuve? Oui, non. Oui, c'est nécessaire. Je passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que cette preuve dont je demande la communication porte atteinte à la vie personnelle du salarié? Non, il suffit qu'elle soit nécessaire. Oui, je passe aux 3e modalité de contrôle. Et cette 3e modalité de contrôle, c'est qu'à ce moment-là, je dois vérifier, moi, juge, qu'elle est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et qu'elle est proportionnée au but recherché. Autrement dit, dès lors que la preuve touche à la vie personnelle du salarié, le critère est plus important puisqu'elle doit être indispensable, autrement dit, elle doit être le seul moyen. Voilà.
Ça, c'est en ce qui concerne le référé probatoire. J'en viens maintenant à la question des preuves illicites, question qui est d'ailleurs finalement une question archi-classique, hein, puisque tous ceux qui ont mon âge et qui ont été au même âge d'ailleurs dans les facultés de droit, ont bien connu la consécration de la jurisprudence relative aux caissières et au système de vidéosurveillance, où on apprenait avec énormément de surprise qu'en droit pénal, on avait le droit de fournir les résultats des caméras de surveillance, alors qu'en droit social, c'était interdit puisque c'était une preuve illicite. Enfin, quand on était étudiant, je me souviens qu'on parlait beaucoup de ça. Bon. Donc, ce sont des thèmes qui sont des thèmes et archi-classiques, je dirais même très, très anciens. Ils ont été simplement totalement renouvelés, justement au prisme des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable. En fait, l'arrêt fondamental de ce point de vue-là, c'est l'arrêt du 10 novembre 2021 qui va littéralement modifier les principes jurisprudentiels sous l'impulsion, il faut le dire, enfin, je pense d'ailleurs que c'est complètement assumé, de la jurisprudence européenne qui conduisait inévitablement à cette solution, qui consistait à dire que la preuve illicite en droit du travail, notamment les preuves de vidéosurveillance, puisqu'il s'agissait toujours, pratiquement toujours en jurisprudence de vidéosurveillance illicite, donc la preuve illicite n'est pas nécessairement écartée des débats. Elle n'est pas nécessairement écartée des débats parce que doit être intégrée dans la question de la possibilité de produire la preuve, la notion de droit au procès équitable. On peut se trouver dans une situation où, malgré le caractère illicite de la preuve, le droit au procès équitable de la partie qui produit se trouverait significativement, même excessivement affecté par l'impossibilité de la produire. Et donc, dans cet arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation, avec cette formule qui est devenue célèbre depuis l'arrêt Facebook, nous explique qu'il va falloir, lorsque la preuve est illicite, la confronter au droit à un procès équitable, en vérifiant si elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et si cette production est proportionnée au but recherché. Donc ça, c'est un principe qui modifie radicalement le statut de la preuve illicite. Viennent dès lors les arrêts du 8 mars 2023 qui ont deux apports essentiels. Un premier apport dont je me demande, c'était ça un peu mon interrogation, s'il n'est pas possible de le transposer, enfin de réfléchir en tout cas à cette question, de le transposer à la question du référé probatoire. Mais le premier arrêt, ce qu'il dit, c'est que le droit au procès équitable ne sera pas relevé d'office par le juge. Autrement dit, lorsque l'on est employeur et qu'on produit une preuve dont on sait qu'elle est illicite, on doit invoquer expressément devant le juge l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et se prévaloir de son droit à un procès équitable. Si on ne le fait pas, le juge n'examinera pas la pièce. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une obligation d'invocation de la part de l'employeur ou du salarié s'il invoque une preuve illicite. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle fixée par les arrêts du 8 mars 2023, c'est à nouveau un mode d'emploi. Un mode d'emploi qui est cette fois en 3 étapes aussi. Première étape de cette méthode qui est offerte au juge, en face d'un procédé qui permet une récolte de preuves illicites. On pense évidemment à la vidéosurveillance, mais ça peut être aussi la géolocalisation. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça. La première question que devra se poser le juge, c'est celui de la légitimité. Et on le comprend assez bien. Si on a un système de vidéosurveillance alors qu'on a une obligation de déclaration auprès des salariés et des institutions représentatives du personnel, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas fait. Donc, on doit s'interroger sur la légitimité du système de vidéosurveillance qu'on a installé alors qu'il n'a pas été déclaré conformément à ce que prévoit la loi. Donc, il y a un premier contrôle qui est celui de la légitimité. Il y a un deuxième contrôle ensuite qui est celui du caractère indispensable au regard de l'exercice du droit de la preuve. Et puis ensuite, il y a un troisième contrôle qui est celui de la proportionnalité au regard de la protection de la vie personnelle des salariés, où là, il va falloir mettre en balance
bien le droit au procès, c'est-à-dire le droit à la preuve, avec les conséquences et les conséquences dommageables que ce droit à la preuve peut entraîner vis-à-vis des salariés. Voilà ce que je peux vous dire sur la preuve illicite. Je n'aborde pas la question de la preuve déloyale, puisque en réalité, son régime juridique va être défini par l'Assemblée plénière dans quelques mois. Donc, voilà, ce sera pour l'année prochaine. Vous voulez réagir, hein? Ouais. Enfin, réagir, apporter des précisions. Je vais dire simplement deux petites choses. Je pense que la distinction entre nécessaire et indispensable, c'est une distinction qui est assez… Pardon, il faut que je sois… Ah oui, oui. C'est nécessaire et c'est même indispensable. Ça montre que… Ouais, ouais. Non, ça fait partie, au fond, du langage tout à fait moderne du contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire pour justifier la mesure, elle doit être nécessaire, mais pour pouvoir franchir l'obstacle qui lui est opposé au nom du droit fondamental contraire, enfin, qui est invoqué à l'encontre de la prérogative, il faut démontrer qu'il n'y a pas d'autres moyens pour parvenir aux fins que légitimement on poursuit, et donc ça devient indispensable. C'est comme ça que j'ai compris la distinction, puisque dans les arrêts, il y a les deux adjectifs à des moments différents du raisonnement. Je ne sais pas si François Pinatel partage mon analyse, mais je pense que et les arrêts du 8 mars, il y en a 4, je crois, ils insistent vraiment beaucoup lorsqu'il s'agit vraiment de preuves obtenues de manière illicite, pour dire que la production de la preuve doit être indispensable, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que d'autres voies ne pouvaient pas parvenir à la même fin, en étant beaucoup moins, voire pas du tout, attentatoire au droit fondamental. C'est l'histoire du salarié qui est conducteur d'autobus à Strasbourg, je crois me souvenir. La compagnie avait transmis, parce qu'on volait des tickets dans le bus, elle avait transmis la vidéo, enfin l'enregistrement à la police, et la police avait exploité l'enregistrement et avait vu que le salarié y téléphonait de temps en temps en étant au volant et qui fumait. La police a rendu à la compagnie exploitant les lignes le service qu'elle lui avait rendu, c'est-à-dire en lui transmettant les résultats du décryptage de l'enregistrement, et le salarié a été licencié, non pas parce qu'il volait les tickets, mais parce qu'il parlait au téléphone en conduisant de temps en temps, et il fumait. Et la Cour de cassation a bien dit que la preuve était obtenue de manière illicite, ça je n'insiste pas, mais qu'il y avait des tas d'autres moyens pour l'entreprise. En réalité, il n'était pas démontré du tout que c'était indispensable d'exploiter cet enregistrement pour arriver à montrer que le salarié pouvait méconnaître, enfin commettre certaines fautes. Je pense que c'est un point important. Et l'autre chose, je vais anticiper sur l'arrêt d'assemblée plénière. Non, mais je sais que mon voisin ne peut pas en parler tant que l'Assemblée… c'est pour poser la question plutôt que d'être affirmatif. Moi, je suis très engagé dans cette distinction entre la preuve illicite et la preuve obtenue de manière déloyale. Et là, la chambre criminelle et la chambre sociale étaient traditionnellement d'accord. C'est-à-dire la preuve illicite pour la chambre criminelle pouvait, dans certains cas, être produite, mais la preuve obtenue de manière déloyale ne pouvait pas être utilisée pour la chambre criminelle.
Alors, la question que je vous pose, parce que je pense que tous les juristes sont concernés, pas seulement les spécialistes de droit social, c'est y a-t-il lieu de faire une différence entre, dans l'analyse de la preuve illicite et de l'usage qu'on peut en faire, et de la preuve obtenue de façon, on va dire, frauduleuse ou déloyale, avec des stratagèmes, si vous voulez. Je remarquerai simplement que dans l'hypothèse où la preuve est obtenue de manière déloyale, il n'y a pas de conflit entre le droit à la vie privée et le droit à la preuve, ou le droit à un procès équitable. Il n'y a pas, le salarié lui-même n'a pas une prérogative particulièrement protégée. Ce qui est en cause, c'est plutôt la conception que l'on se fait de la justice elle-même. C'est-à-dire, est-ce que la justice peut se fonder pour statuer? C'est donc, il me semble que c'est un problème institutionnel. Hein, donc, j'anticipe sur la. J'ai l'impression d'entendre déjà la plaidoirie de l'Assemblée plénière. Bon, je comprendrai. Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet, puisque les doyens sont membres de droit de l'Assemblée plénière. Oui, alors d'abord sur la question de l'article 145 du Code de procédure civile et du référé probatoire, en effet, il y a deux critères et avec deux étapes différentes, mais le critère de nécessité, c'est pas nous qui l'avons inventé, il est dans l'article 145 du Code de procédure civile. Donc, nécessairement, c'est lui qui dit qu'il faut que ce soit des preuves nécessaires, les éléments nécessaires à la preuve. Donc, du coup, l'obligation, si je puis dire, pour le juge de vérifier que on lui demande d'ordonner la production est bien nécessaire à la solution du litige. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, en effet, si les éléments qui sont demandés sont de nature à concerner la vie personnelle d'autres salariés, à ce moment-là, il y a le critère du caractère indispensable, qui n'est pas spécifique au droit du travail d'ailleurs, puisque c'est le critère appliqué par toutes les chambres civiles de la Cour de cassation, en tout cas. D'où effectivement ce processus en deux étapes. Alors, s'agissant du cantonnement, de la question sous-jacente que vous posiez, effectivement, nos arrêts sont rédigés de manière telle qu'on met juste à la fin, au besoin, en cantonnant le périmètre de la communication. Alors, le plus souvent, ça lui est demandé, le cantonnement lui est demandé, parce qu'évidemment, la personne à qui on demande la production des pièces, le plus souvent l'employeur, proteste devant la masse de documents à produire. Donc, le juge doit trancher le litige et déterminer le périmètre de ce qui doit être communiqué compte tenu du litige à venir lui-même. Je pense que si le juge le faisait d'office, mais ça, parce que de l'autre côté, il n'y a personne, ce qui doit être rarissime, on ne lui reprocherait pas dans la mesure où, de toute façon, le critère de nécessité, il est dans l'article 145 du Code de procédure civile lui-même. Alors après, sur le second aspect, qui est la question des preuves illicites, on avait bien conscience, quand on a reviré en novembre 2021 dans l'arrêt Manfrini en plénière de chambre, que ça allait produire des effets considérables pour les juges du fond, puisque évidemment le système antérieur, il était très facile et très pratique. La preuve a été obtenue de manière illicite, donc elle est écartée des débats sans aucun contrôle à faire. Bon. Mais il a bien fallu qu'on évolue parce que c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Barbulescu et Lopez-Ribalda. Et dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a priori, je vais parler avec précaution, il n'existe pas de cas de preuve illicite ou de conditions d'illicité qui ferait que le juge national serait dispensé de faire la balance des intérêts et d'apprécier le caractère équitable de la procédure dans son ensemble. C'est-à-dire que cette exigence de la balance des intérêts et de l'appréciation du caractère équitable de la procédure, elle est générale. Et a priori, des échos que nous avons, des contacts que nous avons avec la Cour européenne des droits de l'homme,
c'est assez clair qu'ils n'admettront pas qu'il y aurait des cas où le juge national serait dispensé de faire cette balance des intérêts. D'où évidemment l'arrêt que nous avons rendu, et comme nous avions bien conscience qu'on allait mettre les juges du fond dans des situations extrêmement délicates et qui s'interrogeaient beaucoup, d'où le mode d'emploi qui figure dans les arrêts du 8 mars, qui est directement issu de l'analyse des arrêts Lopez-Ribalda et Barbulescu. Les 3 étapes, on l'a un peu synthétisé parce que dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est extrêmement détaillé, mais on a défini 3 étapes qui viennent directement de la jurisprudence européenne. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Alors, le renvoi en assemblée plénière, il s'explique pour une raison très simple, c'est qu'il y a toujours un arrêt de 2011 d'assemblée plénière qui dit en effet, s'agissant de l'enregistrement clandestin, qu'en présence d'une preuve déloyale, le juge est dispensé de toute balance des intérêts, de toute appréciation. On peut se poser très sérieusement la question de savoir si cet arrêt peut encore être maintenu après les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont postérieurs. Et c'est bien la question qui est donc posée à l'Assemblée plénière. On a considéré qu'il fallait respecter le parallélisme des formes et que la Chambre sociale d'elle-même ne pouvait pas décider de s'en écarter, d'où le renvoi en Assemblée plénière, en sachant que l'Assemblée plénière est tellement effondrée sous le poids des affaires en ce moment que ça ne sera pas audiencé avant le mois de novembre. Oui, de novembre 2023. Donc, ça veut dire un arrêt qui est en début de l'année 2024. Ça... Pour les prochains États généraux. Voilà, absolument. Alors, avant notre 3e thème, il y a plusieurs questions sur le chat. Je vais en sélectionner une. Est-ce que la jurisprudence dont on parle pourrait permettre d'utiliser une enquête interne qui a été effectuée dans le cadre d'un harcèlement moral? Est-ce que cette enquête interne pourrait être utilisée ou pas devant le Conseil des prud'hommes? Mais je pense que la réponse est on l'a donnée. déjà jugé. On l'a déjà jugé, en sachant qu'en plus la difficulté est que cette enquête interne n'était pas contradictoire, c'est-à-dire que le cabinet d'audit extérieur qui a fait l'enquête interne n'avait pas entendu la salariée suspectée de harcèlement, et malgré ça, on a permis que ça soit produit comme élément de preuve parmi d'autres devant la juridiction prud'homale, au motif que il y a d'abord l'entretien préalable durant lequel la salariée est entendue et qu'on porte à sa connaissance en général à ce moment-là le résultat de cette enquête interne, et puis que l'enquête interne elle-même, y compris les conditions de sa réalisation, peuvent être discutées devant la juridiction prud'homale, évidemment, et ça sera apprécié par le juge. En fait, donc ça c'est l'arrêt est assez connu, et du coup, on a déjà répondu à cette question-là. Merci. Alors, monsieur le doyen, vous allez rester au micro pour que vous puissiez intervenir sur le juge et l'accord collectif. Oui, alors on a récemment donné quelques précisions sur la question du délai de forclusion de 2 mois pour agir en nullité à l'encontre d'un accord collectif, et la contrepartie, si je puis dire, qui est la fameuse exception d'illégalité que le Conseil constitutionnel a un peu sorti de son chapeau pour considérer que malgré sa brièveté, ce délai de 2 mois était conforme à la Constitution. Alors, dans les arrêts de plénière de chambre qu'on avait rendus le 2 mars 2022, on avait déjà dit que cette exception d'illégalité ne pouvait pas être invoquée par l'organisation syndicale signataire. C'est-à-dire que le signataire de l'accord collectif ne peut pas l'invoquer. Il y a un arrêt antérieur, d'ailleurs, on l'avait déjà dit aussi pour l'employeur. C'est un arrêt de février 2022.
Et donc, on considère que l'exception d'illégalité, elle est au profit des tiers, mais pas des signataires eux-mêmes. Et donc, dans un arrêt du 21 septembre 2022, nous avons dit, attendez, je pense que je me trompe, dans un arrêt du 19 octobre 2022, qui concernait un accord de participation, nous avons dit que le comité d'entreprise signataire de cet accord de participation, puisque vous savez, les accords de participation peuvent être conclus avec des modalités dérogatoires d'accords collectifs, ne pouvait pas invoquer l'exception d'illégalité d'une clause de cet accord de participation. Donc, c'est dans le droit fil de la jurisprudence que nous avions établi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que le même jour, nous avons rendu un arrêt qui concerne exactement le même accord de participation, qui n'a pas été publié malheureusement, mais cette fois-ci, l'exception d'illégalité était invoquée par un syndicat non signataire. Donc, la question sous-jacente était de savoir, est-ce qu'un syndicat non signataire peut invoquer l'exception d'illégalité? Vous savez, dans les arrêts de plénière de chambre du 2 mars 2022, on avait admis la possibilité pour une organisation syndicale non signataire d'invoquer l'exception d'illégalité lorsqu'il s'agissait de défendre ses prérogatives propres dans l'entreprise, en matière surtout de dialogue social, de désignation syndicale, etc. Bon. Donc, c'était limité à la question de l'exercice de prérogatives spécifiques dévolues aux syndicats en tant qu'organisation syndicale qui participe à la démocratie sociale au sein de l'entreprise. Ici, ce n'était pas ça, puisque l'organisation syndicale agissait pour demander la nullité d'une clause de l'accord de participation, donc ça ne correspond pas à ses prérogatives syndicales, mais en revanche était en cause implicitement l'intérêt collectif de la profession. Et donc, la grande question qu'on s'était posée l'année dernière, qui était de savoir, est-ce qu'au-delà des prérogatives syndicales spécifiques dans l'entreprise, on allait ouvrir l'exception d'illégalité à l'intérêt collectif de la profession? En tout cas, implicitement, dans cet arrêt-là, nous l'avons ouvert. Nous avons considéré que l'organisation syndicale représente évidemment la collectivité des salariés concernés par l'accord de participation et qu'elle était donc en droit de soulever l'exception d'illégalité. Voilà. Alors, cet arrêt a été assez commenté avec d'ailleurs quelques ambiguïtés d'interprétation, si je puis dire, parce qu'on était un peu gêné dans la manière de rédiger l'arrêt. Pour la raison simple, c'est que l'exception d'illégalité, vous ouvrez un code du travail, on n'en parle pas, puisque c'est une création du Conseil constitutionnel, à partir de l'article 2262-14 sur le délai de forclusion de 2 mois. Donc, du coup, on a dû dire, il résulte de l'article 2262-14 du Code du travail. Alors, on avait été tenté de dire tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, mais sa décision, ce n'est pas une interprétation. Il a sorti de son chapeau une nouvelle institution juridique, héritée d'ailleurs du droit administratif. Et du coup, on n'a pas pu le mettre, ce qui fait qu'évidemment, la doctrine a dit, mais on ne voit pas très bien le lien entre le délai de forclusion et ça. Bon, bref. En sachant d'ailleurs que dans notre esprit, je vais désespérer un certain nombre de civilistes, mais l'exception de nullité du contrat qui figure à l'article 1185 du Code civil nous paraît radicalement inapplicable. D'abord parce que dans la jurisprudence civiliste, ça ne peut être avancé qu'en défense, c'est-à-dire que c'est un des signataires de l'accord qui n'exécute pas l'accord et qui est actionné en exécution de l'accord peut en défense soulever l'exception de nullité de l'accord. Donc, c'est déjà un peu étrange, en sachant que la plupart du temps, celui qui va exécuter l'accord collectif, c'est l'employeur. Et en plus, la jurisprudence civiliste dit que cette exception de nullité est certes perpétuelle pour les délais de prescription, mais pas pour les délais de forclusion. Or, dans un arrêt un peu antérieur aux arrêts que je vous parle, qui est l'arrêt sur la question du point de départ
du délai de 2 mois, on a dit c'est pas Légifrance, c'est la publication au bulletin officiel des conventions collectives s'agissant des accords de branche. La doctrine pensait que c'était Légifrance, mais en fait, quand on regarde les travaux parlementaires, pas du tout. Légifrance, c'était juste un site de diffusion du droit, mais c'est pas lui qui est l'organe officiel qui détermine le point de départ du délai de 2 mois pour les accords de branche. C'est le bulletin officiel des conventions collectives, qui est désormais d'ailleurs en version purement numérique, et avec un clic, vous passez de Légifrance à ce site de manière extrêmement facile. Mais on en a profité, personne ne l'a vu, pour parler du délai de forclusion de 2 mois et pas du délai de prescription. Et donc l'idée qui est derrière, c'est de tordre le cou à l'exception de nullité de l'article 185 du Code civil. Bon, donc ça, c'est la première série d'arrêts, donc ces 2 arrêts du 19 octobre 2022. Ensuite, il y a l'autre aspect, qui est l'aspect du contrôle du juge sur l'accord collectif. Alors, il y a 2 arrêts intéressants rendus récemment. Le premier est un arrêt du 14 décembre 2022. Il y avait un accord collectif dans l'entreprise concernant la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts, donc sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts. Bon, donc il y avait un accord collectif, très bien. Ensuite se pose un litige de savoir quelle va être la répartition des salariés entre les collèges. Les partenaires sociaux ne parviennent pas à se mettre d'accord, donc on saisit le direct aujourd'hui, le DREX, de la répartition des salariés dans le collège, sauf qu'avant de répartir les salariés dans les collèges, il faut déjà être clair sur les établissements distincts. Or, les organisations syndicales d'un côté et l'employeur de l'autre ne faisaient pas la même interprétation de l'accord collectif. Je crains que ce soit quelque chose qu'on va voir de plus en plus fréquemment. C'est-à-dire qu'on a réussi à se mettre d'accord, mais on n'est pas complètement d'accord sur ce sur quoi on est censé s'être mis d'accord. Bon. Et le DREX, l'administration, dit bah, écoutez, moi, tant que vous n'êtes pas d'accord sur les établissements distincts, je ne peux pas répartir les salariés dans les collèges, donc je vous renvoie à la négociation collective. Oui, mais sauf qu'ils sont bloqués depuis des mois et qu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement négocié et quel est le résultat de la négociation. Alors, notre difficulté est qu'il y a eu un recours contre cette décision du DREX devant le tribunal judiciaire, qui l'a confirmé et qui s'est arrêté là. Donc, nous avons cassé cette décision, au visa d'ailleurs, notamment l'article 4 du Code civil sur le déni de justice, en disant, alors le message, il est à la fois pour le juge et aussi pour le DREX, qui est, il faut que l'administration prenne position et il faut qu'elle applique l'accord collectif d'une manière ou d'une autre, peu importe, elle se trompe pas, mais il faut qu'elle prenne nécessairement position. Pourquoi? Parce que le tribunal judiciaire ne peut intervenir que sur la décision administrative elle-même, soit par la confirmer, soit pour l'annuler. Mais s'il n'y a pas une décision sur le fond, il ne peut rien faire. Et ce n'est que si le tribunal judiciaire annule la décision du DREX qu'à ce moment-là, il peut lui statuer, en prenant en considération d'ailleurs les éléments à la date où il statue, et qu'à ce moment-là, le tribunal judiciaire va pouvoir donner l'interprétation de l'accord collectif. Il faut bien qu'on en sorte. Donc, on a donné de nouveau un mode d'emploi très détaillé en disant, administration, il faut que vous preniez position. Au juge, il faut que, dans le cas d'annulation de la décision du DREX, vous procédiez à l'interprétation de l'accord collectif. Et on a même précisé quelles étaient les modalités de contrôle du juge dans ce cas de figure-là, en se référant à notre jurisprudence sur les décisions unilatérales, le découpage de l'entreprise en établissements distincts, où on dit qu'il faut que ce découpage permette l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. Alors, notre idée est que, évidemment, on ne pouvait pas modifier la nature juridique de l'acte en cause. On est en présence d'un accord collectif. Mais néanmoins,
dès lors qu'on est saisi d'une sorte de recours en interprétation par les signataires eux-mêmes de l'accord collectif qui ne sont pas d'accord sur ce sur quoi ils sont censés s'être mis d'accord, il faut appliquer un régime de contrôle du juge sur l'accord collectif proche de celui de la décision unilatérale, d'où l'obligation pour le juge, si l'interprétation littérale de l'accord n'est pas possible, dans un second temps, d'aller rechercher une interprétation qui permette l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. Et cet arrêt est à mettre en parallèle avec un arrêt rendu plus récemment le 1er février 2023 concernant de nouveau une compagnie aérienne connue, c'est la même que pour les tresses africaines, où il s'agit là aussi de l'accord collectif définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts, et le syndicat des pilotes de ligne, qui n'avait pas signé cet accord collectif de découpage de l'entreprise en établissements distincts, faisait une action en nullité de cet accord collectif au motif que l'accord collectif prévoyait un établissement appelé exploitation aérienne, dans lequel se trouvait à la fois le personnel navigant technique, donc les pilotes de ligne, le personnel navigant commercial, et même les commerciaux sédentaires au sol. Et en fait, le syndicat des pilotes de ligne réclame un établissement distinct pour lui tout seul, c'est-à-dire pour les pilotes de ligne, en considérant absolument intolérable de mélanger les pilotes de ligne avec… Un petit syndicat, ce n'est pas le syndicat des pilotes. Oui, c'est le… Un petit syndicat. Oui, c'est vrai. Syndicat, comment il s'appelle? Le SPL. C'est ça, le SPL. Bon. La Cour de cassation n'a pas fait pas d'égard à la qualité des parties qui la saisissent. En tout cas, voilà, la question était de savoir est-ce que l'accord est valide alors qu'il n'est pas prévu un établissement spécifique uniquement pour les pilotes de ligne. Alors, la question s'est posée du coup de l'étendue du contrôle du juge. Et cette fois, on est sur un vrai accord collectif et on n'est pas sur un recours en interprétation des signataires, mais sur un recours en annulation des non-signataires, c'est-à-dire de l'extérieur. Et donc, nous avons estimé, au visa de l'article 5 de la directive 2002-14, information-consultation des travailleurs dans la communauté européenne, qui est la grande directive sur les institutions représentatives du personnel, que les partenaires sociaux avaient entière liberté pour définir les critères de définition du nombre et du périmètre des établissements distincts et que face à un accord collectif, le juge ne pouvait pas substituer son appréciation à celle des partenaires sociaux. La seule réserve qu'on a mise, c'est celle qui est tirée du préambule de la Constitution de 46 de l'alinéa 8 sur le droit à la participation, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des salariés soient représentés. On ne peut pas se retrouver avec des salariés qui ne seraient pas représentés auprès d'un CSE. Bon, ça, c'est une exigence constitutionnelle évidemment intangible, mais sinon, on a considéré que les signataires d'un accord collectif déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts. Ceci au visa de l'article 5 de la directive qui permet aux États membres de confier aux partenaires sociaux le soin de définir librement et à tout moment, par voie d'accord négocié, les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Et donc, il est même prévu que par voie d'accord collectif, on peut déroger aux dispositions même de la directive elle-même. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une grenade non dégoupillée dans cet arrêt, mais qui pourrait bien un jour être utilisée, c'est que dans l'article 5 de la directive, il y a une réserve. Parce qu'il est indiqué ces accords, etc., peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4 de la directive. Donc, il y a quand même une réserve que ce soit dans le respect des dispositions de l'article 1er, des principes énoncés à l'article 1er. Or, quand on va voir l'article 1er de la directive, au paragraphe 2, on vous dit les modalités d'information et de consultation sont définies et mises en œuvre conformément
à la législation nationale et aux pratiques nationales en matière de relations entre les partenaires sociaux en vigueur dans les États membres, de manière à assurer l'effet utile de la démarche. Et là, on retrouve une notion très connue en jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la notion de l'effet utile de la directive. Donc, ça signifie que le jour où on aura un accord collectif invraisemblable qui remet complètement en cause l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, qui passe complètement à côté des objectifs de la directive information-consultation, on pourra, grâce à cet article 5 et à la réserve de l'article 1er, paragraphe 2 de la directive, permettre aux juges de remettre en cause la validité de cet accord. Je vous remercie. Merci. Est-ce que quelques instants pour nous faire part de la jurisprudence en matière de temps de travail? Vous avez une réponse d'abord? Peut-être. J'avais peut-être une question. Malheureusement, un peu embarrassante pour moi. Donc, je vais la formuler. L'exception d'illégalité. Bon, je pense que c'est quelque chose qui va, disons, s'épanouir parce que compte tenu du délai de 2 mois, c'était le raisonnement du Conseil constitutionnel, compte tenu du délai de 2 mois dans lequel est insérée l'action en nullité, il y a plus de place vraiment que pour des exceptions d'illégalité de la part de ceux qui n'ont pas signé. D'autant que on ne sait, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on ne sait pas vraiment quelle est la date de la publication parce que le BOCC, quand on le consulte, en réalité, n'apparaissent pas les accords collectifs. Il y a le BOCC numéro 14. Et il faut l'ouvrir pour trouver quel est l'accord que vous cherchez. Donc, alors, vous dites dans un des arrêts que vous avez cités que l'effet de l'exception d'illégalité, c'est l'inopposabilité à la partie qui est excipe de l'illégalité. Alors, supposons que ça soit un syndicat, ça veut dire que l'accord ne lui est pas opposable. Oui, mais les salariés eux-mêmes, est-ce qu'ils sont soumis à l'accord? Et je vais un peu compliquer les choses, lorsque c'est un syndicat qui attaque, excipe de l'illégalité, et il est supposé représenter la collectivité, est-ce que ça veut dire que la collectivité, malgré l'exception formée par le syndicat, se verra appliquer l'accord? Alors, je peux répondre très simplement. En fait, l'exception d'illégalité, ça dépend dans le cadre de quel litige elle a été introduite. Dans l'affaire des accords de participation dont je vous ai parlé, c'était une action collective, si je puis dire, devant le tribunal judiciaire et pas devant la juridiction prud'homale, par un syndicat contestant la validité d'un accord collectif. Donc, c'était le contentieux collectif qu'on connaît, une relation syndicale qui agit au nom de l'intérêt collectif de la profession devant le tribunal judiciaire. Donc, du coup, à ce moment-là, la décision du juge, elle va valoir effectivement pour tous les salariés qui sont dans le périmètre de l'accord, qui sont nés sur une action collective. En revanche, si on est sur une action individuelle d'un salarié devant une juridiction prud'homale, même s'il y a une intervention volontaire du syndicat, avec effectivement quelques interrogations sur qu'est-ce qu'il est possible de faire en intervention volontaire, il n'empêche que l'effet de la décision du juge, s'il constate l'invalidité de la clause, ne va valoir que pour le litige individuel entre le salarié et l'employeur. Donc, en fait, l'exception d'illégalité, c'est un mécanisme au sein d'un processus procédural, mais les effets de la décision du juge sont ceux de la procédure telle qu'elle a été menée, soit une action individuelle devant le Conseil de prud'homme, soit une action collective devant le tribunal judiciaire. Là-dessus, il n'y a pas de changement particulier par rapport à la situation actuelle.
Juste peut-être un tout petit mot là-dessus. Moi, je pense que c'est une jurisprudence que n'aurait pas renié Paul Durand, parce que c'est vraiment une jurisprudence sur le dualisme de l'accord collectif. Moi, ce qui me fascine, je fais pas mal de droit administratif, c'est quand même l'extrême analogie avec le système de l'exception d'illégalité en droit administratif, délai de 2 mois, et ensuite possibilité effectivement d'invoquer l'illégalité par voie d'exception avec l'effet relatif qui joue dans le cadre de l'exception d'illégalité. Là, elle ne joue pas en cas de recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire en cas d'action en nullité. Donc, c'est vraiment exactement le même mécanisme et c'est assez amusant. Ça, il propose de réduire le délai d'action en nullité à 2 mois comme un acte administratif. Mais en fait, il y a une raison très simple, et ça, la Cour de cassation est attentive à ça, c'est que du fait de la modification très profonde du droit du travail de ces dernières années et de la dévolution que le législateur a donnée aux partenaires sociaux quant au soin de définir la norme sociale au plus près du terrain, comme il a été dit, entreprise, par voie d'accord collectif, on se retrouve dans la situation d'accords collectifs qui disposent sur des matières qui autrefois relevaient du pouvoir réglementaire ou du pouvoir législatif. Donc, du coup, pour suivre l'évocation de Paul Durand, l'accord collectif est à la fois un contrat et un acte réglementaire. En fait, la dimension acte réglementaire, elle est désormais beaucoup plus prégnante, et ce qui explique évidemment l'influence que la jurisprudence administrative a sur la chambre sociale quand elle doit définir le régime de la station d'illégalité et de tout ce qui l'entoure. Parce que le Conseil constitutionnel s'est référé à cette disposition qui est d'ailleurs de nature administrative, sans nous en dire plus. Et du coup, on doit définir tout un régime. Voilà. Merci. Alors, je sais qu'il n'est pas encore 13 h, mais il est un peu plus que 12h45. Voilà. Donc, simplement, je trouve que nous avons la chance d'avoir un super panel d'intervenants et on doit parler un peu de temps de travail effectif. Voilà, je ne donne pas de limite, mais 13 h. Pas de limite. 13 h. Bon. 13 h parce qu'ensuite on doit déjeuner et après le temps de travail effectif. C'est ça. Allez, on y va. Non, je me borne à donner 3 flashs parce que la question de la définition des temps a vraiment subi quelques adaptations assez importantes, mais c'est des adaptations dans les derniers temps. Alors, sans regarder la teneur des arrêts, il y a d'abord la frontière entre l'astreinte et le temps de travail effectif qui a été, disons, la frontière a été redéfinie, revisitée, sous l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, dorénavant, il faut être beaucoup plus sensible aux contraintes concrètes que subit le salarié lorsqu'il est en période dite d'astreinte, parce que s'il connaît des obstacles pratiques à l'exercice libre de ses activités professionnelles, vous vous souvenez, librement vaquer à ses occupations, lorsqu'il a des obstacles concrets suffisamment importants pour ne pas pouvoir effectivement librement vaquer à ses occupations, la qualification va du côté du temps de travail effectif. Donc, la Cour de cassation a transposé, enfin, appliqué cette jurisprudence dans des arrêts de 2022, ce qui, à mon avis, surtout redéfinit les termes du débat devant le juge du fond. Et la question qu'on se posera un peu, c'est de savoir jusqu'où la Cour de cassation exercera le contrôle sur
la nature des contraintes ou les types de contraintes que subit le salarié. Ça, c'est un premier flash. Et comme vous le voyez, il est très insuffisant, mais ayez en tête que la frontière, malgré le texte français qui n'a pas bougé, la frontière entre astreinte et temps de travail effectif a bougé, enfin bougé, légèrement bougé. Deuxième évolution, le temps de trajet et le temps de travail effectif. Encore une évolution pour une catégorie de salariés, pour l'instant exclusivement, les travailleurs itinérants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un lieu de travail fixe. Alors, là aussi, l'influence de la Cour de justice, répercutée par la Cour de cassation, lorsque le travailleur itinérant quitte son domicile et se rend chez son premier client, il ne va pas à son bureau, hein, puisqu'il n'en a pas. Il travaille généralement avec les moyens modernes, même dans sa voiture ou en s'arrêtant, et on peut basculer d'un temps de trajet qui n'est pas un temps de travail effectif à un temps de travail effectif. C'est aussi une légère, disons, révision de frontières. Et puis surtout, le troisième flash, alors là vraiment c'est un flash, il faut malheureusement, parce que ce sont des arrêts très longs et assez complexes, il faut dorénavant vraiment ausculter à la loupe les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne avant que la Cour de cassation ait eu l'occasion dans un pourvoi de les reprendre sur la question des congés payés. La Cour de cassation a déjà répercuté au moins à 2 reprises l'évolution que la Cour de justice fait subir au droit au repos, qui a un fondement, on dit, en droit européen quasiment constitutionnel, c'est-à-dire l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, c'est quasi constitutionnel pour l'Europe. Et dorénavant, à partir de ce droit fondamental au repos, la Cour de justice, sur toute une série de petits points, je donne par exemple le cas, et je me tiendrai à ça, a révisé l'octroi des congés payés. Par exemple, un salarié qui travaille vraiment 48 heures par semaine pendant 15 jours et ensuite qui prend des congés, eh bien, la Cour de justice a énoncé dans un des arrêts de 2022 que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés ne doit pas être de prendre simplement les 15 jours où il a travaillé, mais qu'il faut intégrer ce qu'il a aussi perçu à titre d'indemnité de congés payés pour les 15 jours. Je ne vous fais pas grâce de la démonstration qui est assez complexe, mais ça montre que toutes les habitudes techniques que les uns et les autres avions sur le calcul des congés payés, les prises de congés payés. Il y a même, par exemple, elle a fait sauter des délais de prescription en matière de congés. Ça invite à regarder vraiment attentivement. Alors, au minimum, regarder les revues qui publient, qui donnent des indications sur les arrêts de la Cour de justice, avant que la Cour de cassation on a de temps en temps la chance, c'est qu'il y a un pourvoi qui permet à la Cour de cassation de le dire, mais pour l'instant, il y a 2 ou 3 ou 4 points sur lesquels la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de statuer. Merci. Non, peut-être, Laurent, je crois que monsieur le doyen voudrait. Pardonnez-moi, là, j'ai juste deux indications. La définition du temps de travail effectif est une définition autonome, d'après la jurisprudence de la Cour de justice sur le terrain de la directive de 2003. Donc, ça veut dire que c'est une définition
qui résulte du droit de l'Union européenne lui-même et qui n'est pas renvoyé pour sa définition au droit interne de chaque État membre. Donc nécessairement, la Cour de cassation est obligée d'exercer un contrôle. Si on peut pas, dès lors que c'est une notion clé du droit de l'Union européenne, on est nécessairement obligé d'exercer un contrôle. Alors, c'est aussi un contrôle de motivation, donc ça veut dire qu'après, on laisse une certaine latitude sur les faits eux-mêmes et sur les constatations de fait de la Cour d'appel, mais ça, c'est sûr. S'agissant des congés payés, je ne vais pas parler de l'avenir, mais du passé. Clairement, tous les 2 mois, on est en plénière de chambre pour revirer partiellement ou pour nuancer notre jurisprudence en matière de congés payés. On sait pertinemment que notre code du travail n'est pas conforme sur un certain nombre de points. Il va bien finir par y avoir la situation où on sera amené à statuer et qu'on a tellement de questions posées qu'on pourrait même, le cas échéant, envisager une audience thématique sur le sujet en plénière de chambre. En 2023. On arrive toujours à avoir quelques informations. Voilà. Vraiment, alors, on va applaudir après, je vous donne 2 informations. La première, c'est que pour déjeuner, pour ceux qui sont là, pardon, pour les autres, on va se retrouver à 14h pour suivre des ateliers et dans l'entrée, vous avez toutes les salles, donc vous aurez toutes les informations. Et pour déjeuner, ça se passe au rez-de-chaussée et au premier étage. Et ceux qui ne connaissent pas cette maison, au premier étage, c'est vraiment l'endroit le plus sympa qu'on puisse connaître. Donc, pour les autres qui sont de l'autre côté, oui, rez-de-chaussée, il y a des 2 côtés. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, on vous souhaite un bon appétit et à 14h. À tout à l'heure et on applaudit.